Voici à peine une centaine d'années, Karl Mauch, un chercheur d'or d'origine allemande, s'aventurait dans ces régions reculées et au terme d'une longue piste tombait sur ces murailles. C'était le premier homme blanc à les contempler. Qu'était-ce donc que ces ruines mystérieuses, découvertes au fin fond de l'Afrique? Dans le monde, hors de l'Afrique, on ignorait tout de l'histoire ancienne des peuples noirs. Aujourd'hui, enfin, on commence à apprendre. On sait que ces impressionnantes murailles s'élevaient au centre d'un puissant royaume noir. Comme dans une forteresse, des monarques vivaient leur royale solitude, qui ajoutait à leur mystère, comme il convient à la condition royale. Investis des pouvoirs religieux et temporels, ils incarnaient le bien-être du peuple. Une cité de pierre au cœur de l'Afrique. Pourtant, les Blancs qui les premiers la découvrirent étaient si aveuglés par leurs préjugés qu'ils ne pouvaient en accepter l'évidence. Plutôt que d'admettre la possibilité de l'existence d'une histoire véritablement et exclusivement africaine, ils trouvèrent des explications fantaisistes. Par exemple, ils parlèrent de rites en l'honneur de lointains monarques comme le roi Salomon et la reine de Saba. Le philosophe allemand Friedrich Hegel avait donné le ton. Bien que n'étant jamais allé en Afrique et ignorant tout de ses habitants, voici ce qu'il en disait publiquement en 1831. L'Afrique est le pays où les hommes sont des enfants, une terre à l'écart de la lumière de sa propre conscience historique et baignée par les couleurs sombres de la nuit. À ce point, oublions l'Afrique et n'en parlons plus, car l'Afrique n'appartient pas à l'histoire du monde. Hegel n'était pas seul à penser ainsi. Ses propos étaient très écoutés. Richard Burton, un explorateur anglais, qui lui connaissait l'Afrique et avait étudié certaines de ses langues, de ses coutumes, disait ceci. L'étude des Noirs, c'est étudier l'esprit humain à son stade le plus rudimentaire. Des êtres qui ressemblent davantage à une dégénérescence de l'homme civilisé qu'à des sauvages susceptibles de le devenir, ne serait-ce que par leur inaptitude au progrès. Leur naturel est impropre à l'éducation ou à la culture. Ils semblent appartenir à l'une de ces espèces infantiles, ne pouvant accéder à la condition d'homme, tel un maillon interrompu de la grande chaîne de la nature. Samuel Baker, un autre explorateur célèbre qui traversa cette région à la recherche des sources du Nil, écrivit dans ses mémoires. La nature humaine, à son stade le plus grossier, comme j'ai pu l'observer chez les sauvages africains, est précisément du niveau de la brute et ne saurait être comparée au noble caractère du chien. On ne trouve chez eux ni gratitude, ni pitié, ni amour, ni don de soi. Rien que la cupidité, l'ingratitude, l'égoïsme et la cruauté. Impardonnables, les Européens des XVIIIe et XIXe siècles préférèrent oublier ce que leurs ancêtres savaient fort bien, à savoir qu'en Afrique occidentale avaient prospéré de nombreux royaumes, aussi somptueux et bien gouvernés que d'autres en Europe médiévale. Qui plus est, les récits des commerçants et des diplomates ayant circulé dans ces royaumes n'étaient imprégnés d'aucune attitude de supériorité raciale. Le racisme, en fait, est un mal relativement moderne. Rien n'illustre plus clairement les changements qui allaient se produire que l'art européen de la Renaissance, et même antérieur à la Renaissance. Dans ces tableaux, blancs et noirs figurent avec une égale dignité. On n'y trouve aucune allusion à ce que plus tard, le monde devait appeler la nature humaine à son stade le plus grossier. Et cette reconnaissance d'égalité entre blancs et noirs prédominait aussi au Moyen-Âge. Saint Maurice, qui était noir, comptait parmi les saints vénérés en Europe centrale. Nous le verrons,
il est l'un des héros de cette histoire. Qu'y a-t-il donc à l'origine de ce changement radical d'attitude chez les Blancs? L'histoire nous donne la principale réponse: le commerce des esclaves vers le Nouveau Monde. Accrochés dans leurs forteresses de la côte occidentale de l'Afrique, les nations européennes se concurrençaient dans la déportation de millions d'hommes et de femmes noires. Les canons de ces Blancs n'étaient pas pointés vers l'Afrique, souvent considérée comme source de danger, mais vers l'océan, prêts à affronter les navires rivaux pouvant soudainement apparaître à l'horizon. Bien sûr, les Africains n'ont pas été les seules victimes du racisme et des préjugés de couleur. Mais s'ils ont davantage souffert que les autres peuples du monde, la raison en est d'abord là. Pendant plus de 300 ans, cette superbe côte a été le théâtre de la cruauté organisée et systématique. Des années durant, les Noirs, arrachés à leur foyer, furent précipités dans le monde de misère et d'humiliation des Blancs. On les considérait comme moins qu'humains, comme des objets à acheter ou à vendre, comme du bétail contre lequel tout acte de violence et d'avilissement était justifié. C'est sur les hauts plateaux d'Afrique centrale, dans l'état de Zimbabwe, que se trouvent les monts Matopo. Par leurs formes étranges et mystérieuses, ces rochers, peuplés de nombreux léopards, font penser aux gravures de l'Afrique préhistorique. Ce paysage surnaturel a toujours été un lieu sacré pour les habitants de la région. Il l'est encore aujourd'hui. Ces monts Matopo sont comme des messages de la lointaine histoire. La grotte de Nswatugi est l'une des nombreuses cavernes des Matopo, décorées par les premiers habitants de la préhistoire africaine. Les sources d'inspiration de ces magnifiques peintures rupestres devaient être variées. On ne sait pas, mais il devait y en avoir beaucoup, comme dans tout art accompli. Ces anciens peuples qui devaient affronter la nature sauvage de l'Afrique auront sûrement ressenti à la fois un besoin d'assurance psychologique et spirituelle et la nécessité de la magie pour sauvegarder leurs troupeaux. Les artistes qui aimaient de toute évidence représenter les animaux qui les entouraient. Le climat du pays était idéal pour la prospérité des hommes et des bêtes. Aujourd'hui, 3 ou 4 000 ans plus tard, on peut facilement reconnaître les céphalopes, les koudous, les antilopes et les girafes. L'aridité du Sahara, 4500 km au nord, ne pourrait présenter de plus grands contrastes. Pourtant, on y a découvert dans les années 50 des témoignages encore plus surprenants quant à l'existence d'une préhistoire africaine. Aujourd'hui, le Sahara appartient aux lézards, aux scorpions, aux serpents, qui peuvent supporter les températures brûlantes du pays de la soif. Ici, l'eau est ce qu'il y a de plus rare et de plus précieux, alors que jadis elle a sûrement coulé en abondance. Il y a tout juste 30 ans, la découverte de ces peintures rupestres au Sahara, dans les montagnes du Tassili, a stupéfié le monde.
Des communautés entières, africaines de toute évidence, avaient créé de véritables galeries d'art ancien, décrivant de façon étonnamment expressive la vie d'un Sahara verdoyant, aujourd'hui disparu. Il y a des chasseurs avec leur gibier, ce qui prouve qu'autrefois, le Sahara en était peuplé. Les peintures les plus anciennes doivent avoir 7 ou 8 000 ans, mais tous les habitants de cette région n'étaient pas des chasseurs nomades. Ce cheval, équipé de selle et de brides, indique l'existence de systèmes de transport, de commerçants. Et cette charrue tirée par des bœufs témoigne de l'existence d'une agriculture. Des chariots perfectionnés servaient au sport ou à la guerre. Quant aux vêtements, ils ressemblent de façon frappante aux tuniques de l'ancienne Égypte. Ces peintures témoignent de l'existence ininterrompue de communautés habitant le Sahara, de l'Atlantique à la vallée du Nil. Puis, il y a environ 4500 ans, le climat subit un changement désastreux. Progressivement, le Sahara perdit ses pluies, sa vie animale et pour finir, son peuple. Abandonnant leur pâturage de plus en plus aride, les populations sahariennes, de plus en plus nombreuses, se replièrent sur les traces de leurs ancêtres à la recherche de l'eau. Alimenté par le plus grand lac africain, sur plus de 6000 km, le Grand Nil coule vers le nord en direction de la Méditerranée. C'est le plus long fleuve du monde. Aucun autre fleuve sur cette terre ne coule sans répit à travers des milliers de kilomètres de désert, avec le Nil bleu, son affluent, venu des hauts plateaux éthiopiens. Mais le Grand Nil est plus qu'un grand fleuve. C'est un véritable conservatoire, une bibliothèque de l'histoire du continent africain. Depuis que ses rives sont habitées, depuis environ 10 000 ans, le Nil a été la source de vie d'anciennes communautés, cultivant sur ses berges un sol fertile, constamment enrichi, année après année, par les dépôts limoneux du fleuve. Il y a 5000 ans, ce pays était déjà le berceau d'une civilisation inégalée à bien des points de vue dans l'ancien monde. Ici commence l'histoire, avec l'Égypte des pharaons dans cette région d'Afrique qui était un don du fleuve Nil. Dans ces dédales gigantesques et cependant harmonieusement proportionnés, il devient facile d'imaginer que l'on est entré dans un monde construit par les dieux. L'Égypte des pharaons fut la plus grande, la plus ancienne, la plus inventive de toutes les grandes civilisations de l'Antiquité, et elle a prospéré pendant 3 millénaires. C'est un modèle, un exemple pour les autres peuples, proches ou lointains. Mais où sont ses racines, ses origines, son point de départ ? Ici se sont succédés, dynastie après dynastie, les rois ayant porté à la fois la couronne de la Haute-Égypte et celle du Delta. Ces rois, qu'avaient-ils de commun avec l'Afrique? Une si grandiose architecture ne pouvait sûrement rien devoir à une Afrique qui, disait-on, n'avait créé ni industrie, ni art, ni science. Comment cette grande hiérarchie de dieux et d'esprits pourrait-elle avoir un quelconque rapport avec les marmonnements superstitieux des peuples noirs de l'Afrique centrale?
Émerveillé par les trésors du musée du Caire, on est enclin à penser à l'Égypte des pharaons comme à une civilisation en soi, ne devant rien ou presque rien aux influences extérieures de quelque origine que ce soit, comme à une civilisation entièrement originale. En écoutant le guide, la plupart des visiteurs doivent penser que cette statue, celle du jeune roi Toutankhamon, peut bien être devenue noire au cours des siècles, mais qu'en aucun cas elle ne pourrait avoir été à l'origine la statue d'un noir. Cette idée se développe de plus en plus à présent, notamment chez les historiens et archéologues africains. L'un des spécialistes les plus reconnus est le professeur Cheikh Anta Diop du Sénégal. Contemporain des Égyptiens et même des philosophes du 19e siècle. Voici, dans le tombeau de Ramsès III, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, les 4 races connues des Égyptiens représentées sur le même plan. Ici, vous avez l'Égyptien, le type générique de la race. Donc, ici, c'est le type générique de l'Égyptien. Ce n'est pas tel ou tel Égyptien en particulier, mais c'est le type général de l'Égyptien qui est représenté ici, en noir charbon, si je puis dire, avec toutes ses particularités ethniques. Et sur le même tableau, vous avez le type indo-européen représenté également, avec toutes ses différences par rapport au type égyptien, du point de vue de la couleur de la peau et du point de vue du vêtement. Et ici, vous avez les autres Africains qui habitaient à l'époque l'intérieur du continent représentés de la même façon que les Égyptiens. Bien sûr, on sait qu'ils se mariaient avec des Asiatiques et surtout avec d'autres Africains. Beaucoup de dames de la noblesse venaient du pays de Nubie et étaient artistiquement peintes en tant que telles. Ce tableau vient de la tombe d'Emaka, femme noire de toute évidence, dont la servante, juste derrière elle, est tout aussi évidemment blanche. Les enfants royaux étaient donc souvent noirs, eux aussi, comme le roi Sénusret, portant ici la couronne blanche de la Haute-Égypte. L'île éléphantine, sur le Nil, délimitait la frontière entre l'Égypte et la Nubie. C'était un lieu saint autrefois. Les premiers historiens européens, les Grecs, avec Hérodote, sont venus en ces lieux, pénétrés de la tradition classique, selon laquelle les différentes races du monde étaient dissemblables mais égales. Les Grecs connaissaient bien l'Égypte et étaient persuadés que les Égyptiens d'origine étaient des Noirs du Sud venus s'installer sur les rives du Nil. Hérodote, quant à lui, n'est jamais allé plus au sud, arrêté par la première cataracte. Aujourd'hui, l'obstacle est encore plus imposant. La construction au XXe siècle de 2 grands barrages sur le Nil a non seulement inondé des temples, comme celui de l'île de Philae, mais aussi la terre historique de Nubie sur plus de 300 kilomètres. Cela anéantit toute possibilité de poursuivre d'autres fouilles archéologiques. Le temple grandiose d'Abou Simbel fut soustrait à temps et avec maestria à la montée des eaux, puis reconstruit à l'abri et à proximité. Mais ce ne fut pas tout. In extremis, tandis que le niveau des eaux montait, les archéologues de l'université de Chicago excavèrent de très remarquables témoignages à Custul, de l'autre côté du lac artificiel, sur le plateau où se dresse à présent le temple d'Abou Simbel. Ces témoignages indiquent que c'est ici, en Nubie, que se trouve le plus ancien royaume du Nil. L'ancêtre, en fait, des royaumes d'Égypte plus récents. Cet immense monument dédié à Ramsès II, construit probablement il y a plus de 3000 ans, est relativement moderne. Cependant, et ceci est significatif, Ramsès fit construire son grand temple ici, très au sud, en Nubie. En regardant des temples,
même de grands temples comme celui-ci, il ne faut jamais perdre de vue les origines de la civilisation égyptienne. Et ces origines, les connaissances actuelles le confirment, sont avant tout africaines. Peu importe quelles idées et quelles coutumes les pharaons peuvent avoir trouvées chez les Asiatiques qu'ils ont conquis, l'Égypte commence au sud, dans cette Afrique intérieure, que les Égyptiens appelaient terre des dieux de l'Afrique qu'ils vénéraient comme leurs esprits protecteurs. Puis, les conquêtes égyptiennes cessèrent. 4 siècles plus tard, ce fut au tour des rois de Nubie, en marche vers le nord, de soumettre le pouvoir égyptien. Voici le plus célèbre de ces souverains du Sud, Taharqa, empereur du pays de Couche et de l'Égypte. Vers 650 avant Jésus-Christ, les rois nubiens qui avaient soumis l'Égypte allaient se retirer vers le sud, à Napata, puis vers la nouvelle capitale de leur royaume Couche, Méroé. Il faut aller sur leurs traces pour comprendre l'histoire de cette Afrique intérieure qui a exercé une influence si forte et si précoce sur la civilisation égyptienne. La cité de Méroé se trouvait à 1500 km au sud de l'ancienne frontière, en plein cœur de l'Afrique. Le voyageur qui parvient jusqu'ici est saisi par un sentiment d'émerveillement et d'admiration. Dans ce désert sans pitié, comme découpé dans la montagne, se dresse l'une des plus surprenantes découvertes de l'histoire de l'Afrique. Les ruines d'une civilisation perdue apparaissent à l'horizon comme naufragées dans les sables du temps. Ces pyramides sont les sépultures des rois et des reines de Méroé, dont le règne se perpétua pendant plus de 6 siècles. Longtemps dévastées par les voleurs de tombes et par le temps, les pyramides sont maintenant restaurées et même reconstruites. Ils construisent aujourd'hui, avec les techniques d'hier, tout comme les habitants de Méroé le faisaient, selon un rythme de travail qui ménage les efforts. Les murs de torchis défient la chaleur écrasante de l'été nubien. Leurs lits ressemblent à ceux de leurs lointains ancêtres, comme celui conservé au musée de Khartoum, avec un modèle de repose-tête toujours identique depuis 5000 ans d'un bout à l'autre de l'Afrique. Les scarifications de ces visages, signes d'appartenance au clan, figuraient déjà sur le bas-relief d'une pyramide avoisinante. Ici, cachée dans le sable, une stèle de pierre gravée. C'est un alphabet inventé pour la langue méroïtique vers le 2e ou 3e siècle avant l'ère chrétienne. 23 signes pour les lettres et un autre pour séparer les mots. Un des plus anciens alphabets et toujours une énigme à ce jour. Dans les riches maisons qui entourent le temple,
on peut imaginer le confort et les plaisirs de la vie méroïtique. On ne trouve nulle part ailleurs dans la vallée du Nil des poteries de ce style, spécifiquement nubien. À une demi-journée de voyage de Méroé, en transport moderne, dans le sable et les rochers du désert de Boutana, il y a un autre site dont les monuments en pierre sont dédiés aux dieux de Couche et non aux dieux d'Égypte. Ce lieu s'appelle Mozawaret aujourd'hui. Il y a d'étranges signes dans ces ruines, comme ce vieux lion dans le sable. À quoi ces bâtiments servaient-ils? Qui sait? Les rois de Couche se sont peut-être promenés parmi ces colonnades? Pour ce bâtiment exceptionnel, les historiens ont proposé diverses explications. Il est généralement admis qu'il était destiné à la domestication et au dressage des grands éléphants d'Afrique. Ces larges rampes de pierre auraient bien pu servir en effet à conduire les pachydermes à leur travail. Près de ce grand enclos, les bas-reliefs du temple concordent avec cette explication. On peut admettre que la domestication de l'éléphant d'Afrique, plus grand et plus difficile à dresser que son cousin des Indes, ait été une spécialité des Couchites de Méroé. Par ce dressage, ils firent du plus grand animal sauvage africain le tank de l'ancien monde, l'ancêtre de nos modernes chars d'assaut. Lorsque, franchissant les Alpes, Hannibal envahit l'Italie romaine, il avait 38 éléphants de combat. La compétence des dresseurs d'éléphants de Mozawarat a peut-être contribué à ce légendaire exploit. Cette tête sculptée dans la pierre rappelle combien l'éléphant faisait partie de la vie à Méroé. Les murs de ce temple évoquent de façon frappante le temps où les animaux domestiques paissaient dans de verdoyants pâturages. Tout cela a disparu. Méroé s'est évanoui, envahi par le désert. De nos jours, il n'y a plus que les nomades pour survivre aussi loin des rives du Nil. Les voyageurs européens ont souvent commis l'erreur de juger le degré de civilisation des peuples en fonction de la quantité de leurs biens matériels. Ces traditions nomades remontent à la nuit des temps. Leurs anciens dieux ont échappé au sable et sont toujours présents. À Naka, l'interpénétration des influences locales et extérieures est encore plus remarquable. Netekamani, roi victorieux, est gravé dans le plus pur style égyptien. Le python, lui, est un puissant symbole de pouvoir spirituel dans cette Afrique intérieure. Il l'est encore aujourd'hui dans beaucoup de pays. Ce dieu lion à 3 têtes et 4 bras, quant à lui, semble tout à fait indien. Il est cependant spécifiquement méroïtique. Ce linteau de pierre ne manque pas d'intérêt. Au centre, la tête de bélier, symbole du dieu égyptien Amon. Et de chaque côté, Subumekar et Aruns Mufens, dieux adorés des seuls habitants de Méroé. Étrange aussi cette statue de pierre trouvée dans le palais royal de Méroé, que rien ne rattache au monde égyptien. Le royaume de Couche s'est effondré au IVe siècle après Jésus-Christ. Ce n'est que récemment que l'on a pu prouver que ses habitants ont émigré par la plaine de Kordofan vers les monts Nouba.
Moins influencés par l'islam que les Nubiens, les habitants de cette région présentent un intérêt considérable pour les historiens, car leur mode de vie est peut-être resté plus proche de celui de leurs ancêtres. Voici l'Afrique authentique, telle qu'elle existe encore, loin des touristes, loin des voitures et des grandes villes. L'Afrique en fête. Certains indices culturels donnent à penser que ces populations pourraient bien avoir un lien avec de lointains ancêtres ayant vécu à l'époque des rois et des reines du pays de Kouch. Venant des coins les plus perdus, des équipes locales, chacune avec leur couleur distinctive, se rencontrent pour pratiquer le plus ancien des sports, une passion chez les Noubas, la lutte à main nue. Les règles en sont si complexes qu'il est pratiquement impossible aux voyageurs étrangers d'en suivre le déroulement. Non seulement le combat lui-même est compliqué, mais en outre, les adversaires ne peuvent s'affronter qu'au travers de règles établies suivant le degré de parenté. Pour l'historien, il existe un rapport certain entre cette lutte des Noubas d'aujourd'hui et celle des temps anciens. Vieille d'environ 4500 ans, ces éclatantes peintures sont une copie de celles ornant une tombe égyptienne à Beni Hassan. Le jeu se poursuit tout l'après-midi. Lutteurs et spectateurs font preuve d'un flegme et d'une bonne humeur dont les foules sportives occidentales feraient bien de s'inspirer. Les riches entraîneurs d'autrefois seraient sans doute satisfaits de voir que les règles et les traditions régissant leurs matchs sont encore en vigueur aujourd'hui au cœur du continent africain. Il semble bien que ces gens, de plus en plus, puissent retrouver leurs racines dans les civilisations de l'Antiquité. Et leur sport séculaire apporte une autre preuve de la continuité d'une longue tradition sociale. Toutefois, ce sont ces êtres que l'explorateur Samuel Baker a décrits comme étant la nature humaine à son stade le plus grossier, sans comparaison possible avec le noble caractère du chien. Après la lutte, la fête. Certaines de ces jeunes filles peuvent bien être musulmanes. Ce n'est pas pour autant qu'elles portent le voile. Elles ont leur orgueil et leur place dans la société, conformément aux traditions de l'antique Nouba et de Méroé, dont les gouvernants d'ailleurs étaient souvent des femmes. Dans un autre lieu, au sud-est des monts Nouba,
les enseignements de l'islam n'ont pas pénétré du tout. Vêtements européens et islamiques ont été consciemment rejetés par les habitants. Esprit libre, sous un ciel africain, ces jeunes filles dansent autant pour leur plaisir que pour celui des spectateurs. Elles puisent le bonheur de vivre dans la danse. Image étonnamment semblable à celle des jeunes nubiennes qui dansaient pour le pharaon voici 5000 ans. Célèbres pour leur grâce et leur beauté, elles avaient une place de choix dans la vie de l'ancienne Égypte. Que les unes soient considérées comme primitives et que les autres appartiennent à l'héritage culturel de l'humanité constitue une preuve flagrante de l'ignorance et des préjugés du monde moderne. À Méroé, les pyramides sont restaurées sans grue ni bulldozer, mais à l'aide de ces techniques traditionnelles qui ont permis leur construction d'origine. L'ensemble des travaux est une démonstration exemplaire de la continuité de l'histoire africaine. L'Égypte des pharaons n'est pas le fruit d'un seul génie. Elle doit beaucoup à l'Afrique intérieure. Dans les années à venir, sans doute, d'autres découvertes confirmeront que pour connaître les origines des grandes civilisations du Nil, il faut explorer non seulement la totalité des rives du fleuve, mais aussi les pays de l'intérieur.